Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Le Figaro ce matin, c'est la voix encore d'Arthur Berda que je salue. Bonjour Arthur. Bonjour Bernard. Arthur, vous revenez ce matin sur la nomination des secrétaires d'État. C'est tombé hier soir à 20h45, ce qui ne faisait pas forcément vos affaires, vous, les gens de la presse écrite. Mais enfin, c'est comme ça. Donc enfin, le suspense est terminé. Abemous, secrétariat d'État, voilà, c'est un petit peu ce que l'on s'est dit hier soir lorsque la fumée blanche est apparue à l'Élysée, parce que cela faisait 20 jours que l'on attendait, presque 3 semaines durant lesquelles une partie seulement du gouvernement était installée. Les ministres et les ministres délégués avaient été nommés début juillet. C'est le cas d'Amélie de Montchalin qui est dans ce studio. Mais les secrétaires d'État, eux, ils attendaient. Il y a ceux qui ne savaient pas s'ils allaient être remerciés, ceux qui ne savaient pas s'ils allaient être promus, et puis ceux qui ne savaient pas s'ils allaient tout simplement être nommés. Bref, tout ce petit monde a vécu un véritable supplice chinois qui s'est finalement arrêté hier soir. Mais pourquoi est-ce que le président et le Premier ministre ont été si longs? Ils ne trouvaient pas les bons profils? D'une certaine manière, c'est un peu ça. Oui, tenez, pour vous répondre, Bernard, je vais prendre l'exemple du jeu de Mikado. Parce qu'un remaniement, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que dès que vous touchez la moindre baguette, vous prenez le risque de faire tomber tout l'édifice et de devoir tout reprendre à zéro. Et bien là, c'est pareil. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il est très difficile d'y arriver. Il y a d'abord la parité. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron et elle est respectée avec 22 femmes au total contre 21 côté hommes. Il y a ensuite les équilibres politiques parce que la majorité est telle qu'il faut faire plaisir non seulement à La République En Marche, mais aussi au MoDem de François Bayrou et à Agir. Or, là encore, c'est pari réussi puisqu'il y a 3 entrants côté LREM et 2 côté MoDem. Et puis enfin, une fois que vous avez passé tous ces obstacles, il y en a un dernier sur lequel vous pouvez encore buter, celui de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, cette instance qui traque les dossiers et qui recale parfois les candidats les plus à risque. Et je peux vous dire que c'est déjà arrivé durant ce quinquennat. Alors, voyons les profils qui ont été retenus et annoncés hier soir. Arthur, est-ce qu'on peut déjà éventuellement tirer quelques enseignements politiques ou est-ce qu'il est encore bien trop tôt? Oui, il y a quelques leçons et un constat. Le constat d'abord, c'est que l'Élysée continue à se vider puisqu'Emmanuel Macron a nommé son conseiller Clément Beaune aux affaires européennes. Les leçons ensuite, c'est qu'il n'y a ni véritablement réinvention, ni véritablement révolution, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, parce que le casting est somme toute assez classique, il n'y a pas de débauchage ni dans l'opposition, ni dans la société civile. Et sur le fond, parce que les portefeuilles sont plus ou moins les mêmes, à quelque chose près que dans le gouvernement d'Édouard Philippe. L'autre leçon, c'est qu'il y a une volonté claire de la part d'Emmanuel Macron et de Jean Castex de cajoler la majorité puisque 5 des 6 nouveaux entrants sont des députés. Ça ne s'était, je crois, pas produit dans de telles proportions depuis le début du quinquennat. Et le dernier enseignement, enfin, il est dans les départs. On en compte 2, ceux de Brune Poirson et de Christelle Dubos. Les 2 jeunes femmes qui étaient respectivement secrétaires d'État à l'écologie et à la santé ont été jugées trop discrètes durant la crise, alors même que leur secteur était en première ligne. Elles ont donc été sanctionnées en étant remerciées. Preuve que l'exécutif entend désormais se concentrer sur un seul et unique objectif, celui de l'efficacité et des résultats. Il paraît même qu'une ministre a été spécialement nommée pour cela. Et devinez qui c'est? Amélie de Montchalin. Très bien, merci beaucoup Arthur Berda. Demain vous revenez sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h14 exactement. Et bien voilà, c'est l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Amélie de Montchalin, donc ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Elle me faisait des grands signes parce que j'ai dit seulement fonction publique tout à l'heure, parce que pour le grand public, on va parler justement de ce mot transformation qui est un petit peu énigmatique dans un petit instant, Madame de Montchalin. Votre première épreuve du feu en tant que titulaire de ce portefeuille-là, c'était vendredi face au syndicat de la fonction publique. Apparemment, ils sont tous sortis extrêmement déçus parce que vous n'avez pas annoncé de revalorisation globale du point d'indice qui est ce qui permet d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous avez dit non, ce sera au cas par cas pour les plus mal payés, pour certaines catégories qui ont été laissées de côté. Pourquoi? Alors déjà, il faut se souvenir dans quel contexte on se trouve. Souvenir que pendant des mois, les derniers mois, les agents publics de toutes les fonctions publiques à l'hôpital, les fonctions publiques territoriales, dans des élus locaux, et puis bien sûr de l'État, ont été au front.
et ils ont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup engagés pour que, comme on dit, on tienne ensemble et qu'on puisse traverser cette crise. Oui. Cette crise, elle a aussi révélé des profondes inégalités, des profondes injustices et des choses à corriger. C'est pourquoi, avec le Premier ministre Olivier Véran, il y a ce Ségur de la santé pour rattraper notamment les niveaux salariaux à l'hôpital. C'est pourquoi j'ai pris la décision sur un certain nombre de domaines, l'égalité homme-femme, certaines professions, de pouvoir renforcer les salaires. C'est pourquoi d'ailleurs Gérald Darmanin notamment a annoncé des choses pour les pompiers. Et donc on est dans une phase où il faut qu'on ait très rapidement, de manière très efficace, une correction des injustices et des inégalités. Le fameux point d'indice dont tout le monde parle, c'est une revalorisation générale qui profite en fait beaucoup plus aux cadres de l'État, finalement aux catégories A, comme on dit, c'est-à-dire les fonctions mieux payés des supérieures, exactement, et très peu en fait aux bas salaires dans la fonction publique qui sont là où on a le plus grand rattrapage à faire. Dans ce qui a été annoncé vendredi, on a dit qu'on allait protéger chaque agent public pour qu'il ne perde pas de pouvoir d'achat face à l'inflation. On a dit qu'on allait compenser durablement la CSG pour que ce sujet soit évacué. On a surtout dit qu'on allait s'occuper des injustices. Je vous en donne deux. Quand on est aujourd'hui dans la fonction publique et qu'on a un contrat court, il y a des contrats courts, des contractuels qui viennent sur des missions ponctuelles de moins d'un an, il n'y avait pas de prime de fin de contrat court comme cela a lieu dans le secteur privé. C'est corrigé. On a aussi corrigé, et on va s'y atteler très ardemment, une injustice beaucoup plus profonde et que je trouve très grave, c'est que les agents publics aujourd'hui n'ont pas d'aide pour avoir accès à une complémentaire santé. Quand on sort de la crise sanitaire qu'on connaît et qu'on découvre, pas qu'on découvre, mais qu'on voit que beaucoup d'hommes et de femmes ont eu des difficultés dans cette crise sanitaire parce qu'ils étaient, au fond, ils avaient renoncé à des soins depuis longtemps, eh bien, les agents publics de notre pays, ils n'ont pas d'accès à une complémentaire santé financée par leur employeur. Ça, c'est un grand chantier que nous lançons, qui a été ouvert vendredi et qui va nous amener à travailler de manière très étroite avec bien sûr les organisations syndicales et les élus locaux. Moi, je préfère, vous voyez, dans cette crise, faire de l'efficace, du ciblé et surtout qu'on corrige les injustices et les inégalités plutôt qu'on fasse des revalorisations générales et qui laisseront ces inégalités telles quelles. Donc, quand Force ouvrière, à la sortie de la réunion vendredi, dit sur les 5,5 millions de fonctionnaires français, il y en a 4 millions d'oubliés par Madame de Montchalin, non. Je crois que la complémentaire santé, ça concernera tout le monde. Les contrats courts, ça concerne tous les agents contractuels de toutes les fonctions publiques. L'égalité homme-femme, c'est un combat qu'on mène pour parfois, il y a des professions très féminisées où il y a beaucoup plus que ça. Les bibliothécaires, les médecins du travail. Il y a beaucoup de filières où on voit bien qu'on a des rattrapages à faire. Moi, je pense que dans une phase de crise, vu l'engagement des hommes et des femmes qui servent cet intérêt général au quotidien, la priorité, ça doit être de lutter contre les injustices et les inégalités au sein de cette fonction publique. Amélie de Montchalin, est-ce que, si on reprend les propos de Bruno Le Maire qui datent d'un petit moment, c'est vrai que c'était avant la crise et pendant les Gilets jaunes, il avait dit l'objectif de réduction de 120 000 postes de fonctionnaires à l'issue du quinquennat, si possible, on va essayer de le tenir. C'est fini, ça, c'est oublié ? En 2021, ça a été annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, en 2021, nous aurons une stabilité de l'emploi dans la fonction publique de l'État. Pas de baisse parce que nous avons en revanche une autre direction maintenant, qui est celle assumée pleinement par le Premier ministre, c'est de réarmer les territoires, c'est de faire aller plus d'agents publics là où les problèmes se posent, au niveau des départements, dans les collectivités. Donc il y a les maires et les élus qui s'occupent de leur fonction publique. Il y a nous, État, comment on réarme la puissance publique. Mais ils ne changeraient pas de statut, ils seraient toujours fonctionnaires nationaux, mais ils iraient dans les territoires. C'est qu'on recrute en 2021, ceux qui, notamment pour remplacer ceux qui partent à la retraite, plutôt dans les territoires, plutôt qu'à Paris. Parce qu'on voit bien que, dans la crise qui s'annonce, c'est une crise sanitaire, économique, sociale majeure. Les Français, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on réponde rapidement à deux immenses défis, par exemple, qu'est la relance économique et qui est la transition écologique. Avoir des résultats, ça se décrète pas depuis Paris. C'est pas parce qu'on va faire des tableaux de bord à Paris qu'on va se dire les choses sont résolues. C'est parce que sur le terrain, avec les élus, avec les entreprises, avec les associations, l'État se réarme, donne la puissance au préfet, par exemple, comme on l'a vu dans le déconfinement, le couple maire-préfet. Il faut qu'on soit proche du territoire pour avoir des résultats. Mon rôle dans cette affaire, c'est m'assurer d'abord qu'on ait de la transparence, qu'on puisse dire aux Français avec un baromètre public, voilà là où on progresse, voilà où on progresse pas assez. Pas juste en moyenne, mais territoire par territoire. Et l'autre enjeu, c'est de s'assurer que on recrée de la confiance, parce qu'on va pouvoir dire, voilà, sur ce territoire-là, où est le blocage? Comment on fait du sur-mesure? Comment on s'assure que la création d'emplois, la transition écologique, on est à la bonne échelle pour prendre les bonnes décisions? C'est pendant la crise sanitaire,
quelque chose que beaucoup d'agents publics me disent. On a pu prendre des décisions sur le terrain. Oui. Et je crois que c'est un bon objectif. C'est pour ça qu'on va, en 2021, remettre des agents publics là où ils peuvent prendre des décisions proches du terrain, parce qu'on imagine bien que quand vous êtes dans la ruralité, que quand vous êtes dans un quartier populaire, on a à la fois les mêmes objectifs généraux, mais on n'a pas les mêmes moyens pour y arriver. Globalement, Amélie de Montchalin, l'image des fonctionnaires en France, alors il y a toujours les grincheux qui disent oui, ils travaillent pas assez, etc., est extrêmement bonne. On l'a vu pendant la crise sanitaire et on n'en est malheureusement pas sorti. Tout le monde a dit, l'État a fonctionné. Donc, en toute logique, les gars de vendredi, en sortant de chez vous, ils auraient dû se dire, l'État a fonctionné, l'État c'est nous, on aurait dû avoir quelque chose. Alors, tous. On a bien sûr des enjeux salariaux. Mais on a beaucoup plus que ça. Mais il y a peut-être plus de sous les agents publics. Les agents publics aujourd'hui, ce sont les premières victimes des lourdeurs, de la bureaucratie. C'est pour ça que vous êtes ministre de la transformation. Exactement, aussi, parce que transformer, c'est comme au rugby. On va transformer l'essai. On va s'assurer que ce qu'on vote et ce qu'on dit à Paris arrive sur chacun des territoires. Ouais. Les agents publics, ils ont une vocation de service. Ce sont des serviteurs de l'intérêt général. Ce sont des hommes et des femmes qui, tous les jours, où qu'ils soient, dans les communes, dans les départements, pour l'État, dans la police, dans les fonctions régaliennes, à l'hôpital, ils s'occupent de nous tous les Français. Et donc, on leur doit bien sûr de la reconnaissance, on leur doit surtout, et c'est la première de mes missions, le devoir de leur donner les moyens de travailler. De pas les empêcher de travailler parce qu'on leur mettrait des normes contradictoires, parce qu'on les écraserait sous des hiérarchies infinies. Moi, ce que je veux, c'est qu'on retrouve de la puissance publique. C'est-à-dire pas cette impuissance où, au fond, on n'a pas l'impression que quiconque puisse résoudre le problème. Tout en maintenant le statut, alors que vous disiez en mars 2018, le statut des fonctionnaires entrave parfois les recrutements. C'est trop rigide. Il y a dans la loi de 2019 une ouverture qui est rendue possible quand on n'arrive pas à trouver les bonnes compétences. Ouais. Plutôt que de se dire, on n'a pas les compétences, on n'a personne peut-être qui correspond au statut des fonctionnaires pour répondre à une mission très précise. Je pense notamment à la transformation numérique. C'est des métiers très spécifiques. Parfois, vous avez besoin de ces gens-là pendant quelques années, qu'on puisse s'assurer qu'on attire les meilleurs pour répondre à nos besoins. Mais moi, je suis Même si c'est pas pour toujours. Je suis très attaché au statut parce qu'il nous apporte d'abord une capacité à donner une égalité des chances. Ouais. Derrière le statut, il y a le concours. Le concours, c'est la méritocratie. C'est la valorisation des compétences. Quel que soit votre nom de famille, quelle que soit votre origine, il n'y a pas de discrimination sociale ou géographique. Il faut qu'on s'y attelle, il faut qu'on donne d'abord la possibilité à plus de Français de passer ces concours et d'y entrer, notamment pour que la diversité sociale et géographique soit vraiment représentée. Le statut, c'est aussi l'exemplarité, la laïcité, les valeurs de la République qui sont au cœur de ce qu'on a défini comme étant notre socle commun. Moi, je suis très attaché à ça. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on puisse donner à chacun des agents publics la capacité de faire pleinement la mission pour laquelle il s'est engagé, donc des marges de manœuvre, donc un peu plus de liberté, donc un peu plus de capacité à faire ensemble, un peu moins de normes, un peu moins de hiérarchie. Je pense que c'est dans l'intérêt des agents publics et c'est surtout dans l'intérêt des Français pour qu'ils puissent avoir en face d'eux des gens qui puissent résoudre leurs problèmes. Et vous savez, le Premier ministre, c'est un maire. Oui, la méthode des maires, c'est quoi? C'est pas d'être dans les grandes idées, c'est pas d'être dans les tableaux de bord, les grandes théories, c'est d'être sur le terrain, chaque jour à résoudre des problèmes rapidement pour que ça se voit dans la vie concrète. C'est ça la méthode que chacun des membres du gouvernement devront avoir. C'est en particulier la mienne, qui doit être celle dans ce gouvernement qui s'assure que on n'a pas de décalage entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce que les Français voient là où ils sont. Amélie de Montchalin, vous n'en faites pas mystère, vous êtes catholique pratiquante, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, revient en débat la loi de bioéthique, notamment la question de la procréation médicalement assistée. Si vous étiez encore député, voteriez-vous ce texte en l'état? Moi, je voterais le texte qui a été proposé à la fin de la première lecture, qui était un équilibre, fruit d'un travail immense, très précis, très apaisé, qu'avaient mené les ministres à l'époque, qui avaient mené ça d'ailleurs dans un contexte parlementaire, je crois, qui faisait honneur à notre République. Il y a des avancées dans ce texte. Et c'est plus le même maintenant? Et aujourd'hui, il faut qu'on s'assure qu'on revienne à cet équilibre, parce que cet équilibre, je crois, il permettait à la fois de créer des nouveaux droits, mais aussi, dans un certain nombre de domaines, notamment de la recherche, de s'assurer qu'on assurait une protection entre ce que permet la science et les demandes de la société. Et justement, je crois que l'équilibre de la première lecture et l'équilibre qui avait été trouvé à l'époque est un bon équilibre sur lequel j'espère que les uns et les autres pourront retrouver une capacité collective à avancer.
Merci beaucoup Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation, et vous avez compris pourquoi, et de la fonction publique sur Radio Classique ce matin. Bon dernier conseil des ministres, c'est mercredi. Merci et ensuite beaucoup. bonnes vacances si vous en prenez. Merci Alors un beaucoup. retour, vous savez, au service des Français très rapidement à la fin du mois d'août. Oui, je sais, vous n'avez que 3 petites semaines, et puis au bout d'une ligne de TGV avec le téléphone à côté de la serviette de plage et tout ça. Vous m'avez dit tout ça pendant la pub tout à l'heure. Merci beaucoup madame. Merci. Je vous en prie, il est 8h25 exactement, la lettre d'Amérique de Laurent Saïm à suivre sur Radio Classique. La campagne Biden, la campagne démocrate donc, a trouvé son slogan bien mordant, comme il se doit. À tout de suite.